Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Premier conseil des ministres du nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire. La composition de la nouvelle équipe dirigeante a été dévoilée ce mardi 17 octobre. Un remaniement qui intervient à 2 ans de l'élection présidentielle. L'amélioration de la gestion budgétaire au Cameroun. À l'échelle du continent, le pays est classé 5e au classement annuel sur l'indice mondial de transparence des dépenses fiscales. Et puis les craintes d'une épidémie de grippe aviaire au Mozambique, alors qu'un premier cas a été détecté dans le district de Morumbene. Le pays a suspendu ses importations de volailles en provenance d'Afrique du Sud. 24 heures après sa formation, le nouveau gouvernement s'est directement mis au travail en Côte d'Ivoire. Un premier conseil des ministres était organisé ce mercredi au palais présidentiel. L'occasion pour le président Alassane Ouattara de dévoiler ses priorités. Le chef de l'État entend notamment consolider les performances de stabilité politique et de croissance économique. Nathalie Mo. Au pas de charge, le nouveau gouvernement entre en fonction en Côte d'Ivoire. Le 18 octobre 2023, premier conseil des ministres, 24 heures après le décret de nomination du président Alassane Ouattara portant composition du nouvel exécutif. Le chef de l'État de Côte d'Ivoire a invité les 33 membres du gouvernement dirigé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé à faire preuve d'humilité et de proximité avec les populations afin de mieux les servir. Évidemment, nous suivons de très près l'évolution du coût de la vie pour nos concitoyens. Le gouvernement devra donc veiller à assurer l'approvisionnement du marché intérieur en produits alimentaires et en denrées de première nécessité, dans des conditions qui préservent le pouvoir d'achat des ménages, surtout les plus vulnérables. Le nouveau chef du gouvernement, 71 ans, ancien ministre gouverneur du district d'Abidjan, conduit une équipe dont la mission sera de poursuivre les réformes économiques et sociales engagées par le précédent gouvernement, ainsi que de préparer l'élection présidentielle de 2025. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, président de la commission électorale indépendante avant la crise post-électorale de 2010-2011, devra faire valoir son expérience pour un scrutin capital dont l'enjeu est l'alternance au pouvoir selon des experts. Le nouveau gouvernement a pour mission de consolider les performances que notre pays a enregistrées au cours de ces dernières années en matière de paix, de sécurité, de stabilité politique, de croissance économique et bien sûr d'amélioration non seulement des infrastructures, mais des acquis sociaux indéniables des Ivoiriens. Notre pays renforce également ses avancées démocratiques, comme l'atteste la tenue le 2 et 16 septembre dernier des élections locales et sénatoriales ouvertes, transparentes et démocratiques et apaisées. 6 femmes font partie de l'équipe gouvernementale nommée le 17 octobre 2023. Particularité du nouvel exécutif, il est composé à plus de 95% des membres du gouvernement dissous le 6 octobre 2023. Seuls 3 ministres, Bertin Kouadio Konan au ministère de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, Daniel Paulin au ministère des Sports et Luc Assi, ancien ministre de l'Environnement et du Développement durable, ont quitté le gouvernement, remplacés par Logbo Miss Belmond Dogo, Adjé Silas Metch et Jacques Assaouri Konan, respectivement. Faut-il maintenir le quota ethnique au sein des institutions au Burundi? Les interrogations sont de plus en plus nombreuses depuis l'évaluation de ce système lancé par le Sénat. Un système mis en place à la suite de l'accord d'Arusha signé le 28 août 2000 pour le parti UPRONA qui redoute le risque de division ethnique. L'article 289 doit pour le moment rester inscrit dans la Constitution. Nathalie Mo. Au Burundi, le parti politique d'opposition Union pour le progrès national UPRONA reste fidèle à la politique des quotas inscrite dans la Constitution. Le leader de la formation politique, Olivier Nkurunziza, a estimé que l'article 289 du texte constitutif du Burundi est garant de l'inclusion des Burundais de toute origine au poste de responsabilité, ont révélé les médias locaux le 18 octobre 2023.
Pour Olivier Nkurunziza, le pays est encore trop fragile pour supprimer cette clause de la loi organique du Burundi. Cet article ne cause aucun problème aux citoyens burundais après tant d'années de crise. L'heure de l'enlever n'est pas encore arrivée pour éviter le risque de revivre les divisions ethniques. Il faut donner la chance aux générations futures qui jugeront s'il est nécessaire de changer. En août 2023, le Sénat burundais a ouvert une évaluation du système des quotas ethniques dans les institutions du pays. Citant l'un des héros nationaux du pays, le prince Louis Rwagasore, l'Alliance pour la paix, la démocratie et la réconciliation et le Parti des jeunes demandent la suppression de cette mesure pour ne privilégier que la compétence des citoyens burundais. Rwagasore, il prônait l'unité partout. Rwagasore, vraiment, il a combattu contre des idéologies d'exclusion et de génocide. Nous pouvons donner des références dans ses écrits, dans ses paroles. C'est le moment, c'est le bon temps de prendre la direction, de prendre une vision qui est unitaire. Au Burundi, les quotas ethniques attribuent 50% des postes aux Hutus et 50% aux Tutsis dans les corps de défense et de sécurité et 40% sur 60% de Hutus dans les autres institutions. Cette répartition résulte de la signature de l'accord de paix d'Arusha le 28 août 2000 pour réconcilier les Burundais après 7 ans d'une guerre civile qui a fait plus de 150 000 morts. Dans l'actualité également, l'Égypte et les Nations Unies coordonnent l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Une information donnée par le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri. Un premier convoi humanitaire est attendu ce 20 octobre. Il devrait passer par le poste frontière de Rafah. Jusqu'ici, l'acheminement de l'aide humanitaire était bloqué en Égypte. Lors de sa visite en Israël, le président américain Joe Biden a annoncé avoir obtenu un accord du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour débloquer la situation. Dans un premier temps, seuls 20 camions passeront la frontière, un nombre qui devrait augmenter. Selon Martin Griffiths, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU, l'objectif visé est de 100 camions par jour. Le Tchad entame son processus d'adhésion comme pays actionnaire au sein d'Africa 50, une plateforme d'investissement créée notamment par la Banque africaine de développement pour répondre au déficit de financement des infrastructures en Afrique. Depuis sa création, Africa 50 a réalisé 22 investissements d'une valeur globale de plus de 6 milliards de dollars. Les précisions de Nana Kamsoukom. Le Tchad, dans les prochains mois, intégrera le capital du Fonds d'investissement Africa 50, une plateforme créée pour accélérer le développement des infrastructures sur le continent africain. Les documents matérialisant l'engagement de ce pays à devenir le 34e actionnaire ont été signés par Tahir Hamid Gouilin, ministre tchadien des Finances, du Budget et des Comptes publics, et Alain Ebobissé, directeur général d'Africa 50. La République du Tchad se réjouit de rejoindre officiellement Africa 50 car notre pays partage les ambitions de l'organisation. L'infrastructure est le pilier de toute économie et de ce fait, nous souhaitons tirer pleinement parti de l'expertise de Africa 50 en matière de développement et de financement de projets pour faire avancer le programme de construction des infrastructures de notre pays. Selon la Banque africaine de développement, Africa 50 a réalisé 22 investissements représentant une valeur totale de plus de 6,6 milliards de dollars. Dans le seul secteur de l'énergie, plus de 17 millions de personnes ont accès à une électricité fiable et plus propre grâce aux projets financés par Africa 50. Le Tchad compte s'appuyer sur les capacités financières de ce fonds d'investissement pour se doter d'infrastructures permettant le développement du pays. Que le Tchad y adhère est une excellente chose parce que ça permet au pays non seulement de pouvoir devenir membre, mais aussi être en mesure de bénéficier de la plateforme. Sur la plateforme, il y a deux choses. La première, c'est ce qu'on appelle les best practices. Ça veut dire en fait les meilleurs projets qui ont réussi ailleurs et être en mesure d'en être inspirés et avoir accès à la plateforme d'intervenants, aussi bien financiers que techniques. Deuxième, c'est la possibilité d'accéder à des moyens financiers à des taux préférentiels. Ceci représente une occasion pour le Tchad de réaliser un grand nombre de projets tels que la construction des centrales solaires dans les principales villes des provinces et la réception des centrales électriques thermiques estimées à 200 MW dont environ 60% sont concentrés à Djamena et la finalisation du pont sur le Chari tel que prévu dans la loi de finances 2023.
Le Cameroun poursuit ses efforts en matière de gestion des finances publiques. À l'échelle du continent, le pays s'est ici à la 5e place au classement annuel sur l'indice mondial de transparence des dépenses fiscales. Un classement établi par le Conseil sur les politiques économiques et l'Institut allemand pour le développement et la durabilité. Au niveau mondial, le Cameroun figure à la 25e position. Mildred Yamou. Le Cameroun connaît une avancée dans la transparence fiscale. Un nouveau rapport de l'indice mondial de transparence des dépenses fiscales classe la première puissance économique d'Afrique centrale comme le 5e pays africain et le 25e dans le monde le plus transparent en matière de dépenses fiscales. C'est le fruit des réformes initiées par le gouvernement pour améliorer la gestion budgétaire dans le pays, à travers notamment le programme d'appui à la modernisation des finances publiques. Le Cameroun fait partie des 6 États de la CEMAC qui a admis et internalisé dans le corpus de ces textes légalo-réglementaires ce qu'on a appelé les 6 directives pour le cadre harmonisé de la gestion des finances publiques. Le Cameroun étant rentré sous programme d'ajustement structurel avec notamment le Fonds monétaire international, il a entrepris également des réformes dans le secteur des finances publiques. Ces réformes ont fini par augmenter la taille de la population fiscale. Le rapport rendu public le 9 octobre 2023 révèle que ce classement du Cameroun s'explique par un score de 57 sur 100 obtenu pour la mise en place d'un cadre institutionnel garantissant transparence et responsabilité, les données sur les recettes fiscales perdues et leurs évaluations, la qualité des informations relatives à la méthodologie des rapports, la mise à disposition publique des rapports fiscaux et la précision des informations sur les entreprises cibles. Le Cameroun a pratiquement dématérialisé toutes les procédures qui ont trait à l'argent qui doit aller dans les finances publiques. Il y a un guichet unique dématérialisé qui existe. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas entrepris les réformes que le Cameroun a eu engagées courageusement depuis ces 7-8 dernières années dans le domaine de la bonne gouvernance et de la gestion des finances publiques. Précisons que la dépense fiscale du Cameroun s'est établie à 439,6 milliards de francs CFA en 2021, ce qui représente 1,7% du produit intérieur brut et une baisse de 12,7 milliards de francs CFA comparé à 2020. En Afrique, le Cameroun est devancé par le Bénin, le Niger, la Tunisie et le Maroc. Dans la zone CEMAC, le Cameroun arrive en tête devant le Gabon, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo et la Guinée équatoriale. Le Mozambique redouble de prudence face à l'épidémie de grippe aviaire qui sévit en Afrique du Sud, alors qu'un premier cas a été confirmé dans le district de Morumbene, situé au sud-est. Les autorités ont décidé de suspendre les importations de volailles en provenance de son voisin, l'Afrique du Sud, où plus de 5 millions de poules pondeuses ont été abattues pour éviter la propagation de la maladie. Catherine Gombe. L'épidémie de grippe aviaire à virus H5N1 et H7N6 qui frappe l'Afrique du Sud menace désormais ses voisins. À la mi-octobre 2023, près de 2,6 millions d'oiseaux, principalement des volailles, ont dû être abattus dans le pays. En réaction à cette épidémie, le gouvernement mozambicain, dans un communiqué du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a annoncé l'interdiction de toute importation de volailles ou de produits avicoles sur son territoire. Dans le même temps, les autorités ont confirmé le premier cas de grippe aviaire dans le district de Morumbene et suivi le protocole sanitaire recommandé en Paris. Car si la plupart des virus de la grippe aviaire ne sont pas pathogènes pour l'homme, certains en revanche peuvent infecter l'homme et provoquer une maladie. Nous reconnaissons que si nous n'arrivons pas à contenir la maladie, nous courons un risque d'insécurité alimentaire du fait de l'absence de produits avicoles sur le marché, mais les ministères de l'Agriculture et du Commerce y travaillent. Depuis la première propagation internationale du virus en 2013, la souche H5N1 de la grippe aviaire a causé la mort de dizaines de millions de volailles et des dizaines de milliards de dollars de pertes dans le monde entier. Depuis l'annonce de l'épidémie en Afrique du Sud, plus de 5 millions de poules pondeuses ont été abattues pour éviter la propagation du virus. Quantum Foods, l'un des poids lourds du marché sud-africain, déplore des pertes dans ses élevages allant jusqu'à 5,3 millions de dollars, soit 2 millions de poulets morts à cause du virus. Nous sommes plus préoccupés par l'approvisionnement que la maladie elle-même. Nous sommes au pic de la saison fermière où tout le monde veut se faire de l'argent, mais nos volailles ne peuvent pas circuler. L'Afrique du Sud est l'un des leaders du marché de la volaille sur le continent.
Les premiers cas de grippe aviaire dans les élevages commerciaux sont apparus cette année en avril, selon l'Association sud-africaine de l'aviculture. Selon l'organisation, les éleveurs sont confrontés à 2 souches du virus, H5N1 et H7N6, les souches les plus contagieuses du virus. La Namibie, elle aussi, a interdit l'importation de produits avicoles en provenance du Mozambique. Du sport pour finir avec le mondial de rugby. L'Afrique du Sud, toujours en lice, affronte l'Angleterre ce samedi 21 octobre dans le cadre des demi-finales. À l'approche de cette rencontre, le sélectionneur Jacques Nienaber a présenté ce jeudi la composition des Springboks, une composition identique à celle du match face à la France, une rencontre durant laquelle l'Afrique du Sud s'était imposée sur le score très serré de 29-28. La compétition se poursuit donc pour les Sud-Africains en quête d'un 4e sacre mondial. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.